Bonjour, on est le 20 mars 2021, c'est-à-dire le samedi, on est samedi aujourd'hui, hein. Samedi 20 mars 2021, et on est au dernier jour de l'hiver. L'hiver n'ayant pas fait son travail cette année-ci parce qu'on a rencontré que 10 jours de neige, le restant a été du froid et de la pluie. De la pluie. Aujourd'hui, c'est une journée. Bon, hier, il y a eu quand même beaucoup d'éclaircies, si ce n'est qu'il y avait un vent froid. Mais le soleil était présent. Quand on est si vous y étiez en voiture, vous pouviez sentir que, bon, que vous étiez bien par rapport à la luminosité, les éclaircies. Et on avait voilà, le paysage qui ressortait avec un éclairage euh, qui est bon, beau à voir, hein, parce que quand c'est éclairé, ben, c'est comme si on avait un tableau éclairé, voilà, plutôt qu'un tableau non éclairé. Bon, ça dépend, les artistes, comment ils vont entrevoir le tableau, mais chacun l'entrevoit comme il l'entend, mais certains aiment la luminosité, d'autres préfèrent voir une espèce de, voilà, de sombre sur le tableau, mais chacun va dire, euh, va préférer le tableau comme il l'entend, va l'entrevoir comme il l'entend, comme bon lui semble, comme on dirait. Alors, donc je vous disais que la météo, bon, d'hier était avec des éclaircies. Aujourd'hui, bon, les nuages réapparaissent, hein, bon, avec un certain froid. Ceci étant dit, donc c'est le dernier jour d'hiver, c'est ça que je veux dire, hein, c'est le dernier jour d'hiver, et ça va laisser place, l'hiver va laisser place demain au premier jour du printemps. Donc le printemps s'entrouvre demain. Enfin, en tout cas, il ouvre ses portes demain. Voici donc une nouvelle vidéo qui va concerner ce qu'on appelle le diviseur de tension. Vidéo que j'ai déjà établie, mais maintenant je vais aller un peu plus en détail et le voir avec bon, un logiciel qui est Scilab. Voir le diviseur de tension avec Scilab. Bon, pour autant que le titre se mette correctement, que je puisse le déplacer. Diviseur de tension avec Scilab. Alors dans le mot diviseur de tension, comme je l'indique ici, on entend le mot division. Qui dit division, on dit, oui, mais bon, il y a d'autres opérations, ça vous le savez très bien. Avec les mathématiques, on peut faire des additions, on peut faire des soustractions, on peut faire euh, des multiplications. J'étais en train de l'écrire justement, des multiplications. Et les mathématiques connaissent les soustractions. Mais la soustraction n'est qu'une opération d'addition du symétrique, hein. Vous prenez le symétrique qui est l'opposé, ben, vous faites l'addition. Par un symétrique, vous aurez la soustraction. Par exemple, quand vous faites 5 moins 3, en fait, quelque part, la soustraction n'existe pas. N'existe pas. Dans un groupe, voilà, vous direz que vous allez faire 5 plus l'addition de moins 3. Mais, voilà. Et on a créé deux opérations en une. Deux opérations en une. Avec l'addition, ben, dans l'addition se regroupe la soustraction parce qu'on additionne l'opposé. Il en est de même avec la division. Avec la division, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec la multiplication? Mais on peut faire la division. Parce que dans un groupe, multiplier, enfin diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Si vous faites 5 divisé par 3, en fait, c'est tout bonnement 5 fois le symétrique euh, de, de 3, qui est un tiers. Donc quand je fais 5 moins 3, en fait c'est 5 plus moins 3. C'est-à-dire j'additionne à 5, j'additionne le symétrique de 3, qui est l'opposé pour la loi additive, le symétrique c'est l'opposé. Donc c'est moins 3. Par contre, dans une loi multiplicative, le symétrique c'est l'inverse. Donc là je multiplie 5 multiplié par l'inverse de 3.
Donc, ce qui veut dire qu'on fait 5 divisé par 3. Donc, il y a que deux opérations, quelque part. Il y a l'addition et la multiplication. Bon. Mais, quelque part, quand on fait des opérations, vous mélangez tout. Hein. Vous dites, bon, enfin, justement, vous faites une distinction de tout. C'est pas que vous mélangez l'addition et la soustraction et la multiplication et la division. Vous faites, justement, vous les prenez à part. Vous dites que, bon, la soustraction est une opération à part. Vous dites que la division est une opération à part. Donc, à ce moment, on élabore des opérateurs pour quatre opérations qui seraient distinctes les unes des autres. Alors que ce n'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, on peut faire ça, hein, on peut le faire. Bon, mais le tout, ça c'est mathématique. Mais au niveau technique, on doit pouvoir euh, élaborer voilà, des, élaborer des organes qui permettent de faire des additions, soustractions, multiplications et divisions. Alors, je vous rappelle qu'il existe l'électronique numérique et l'électronique analogique, et l'électronique logique, à signaux logiques. Donc, vous voyez que dans l'analogique, il y a logique, mais il n'est pas logique en fait. Voilà, ce sont des signaux qui ne sont pas logiques, contrairement aux signaux logiques. Qu'est-ce que l'analogique? Ben, je vous ai déjà dit, c'est un signal continu. Qu'est-ce que le signal échantillonné? C'est un signal discret. Et avec le discret, on en fait du numérique, c'est-à-dire un signal codé en 0,1. Le signal 0,1, c'est un signal logique. Il est basé sur des signaux, sur un état binaire de boule, qui est 0,1. Donc c'est un signal, il y a les signaux analogiques, je vous prends un cas de figure, comme ceci, en fonction du temps bien sûr. Et là par exemple c'est une tension qui est l'image d'un, via un capteur, l'image d'une pression, d'une température, voilà, vous le transformez en un signal électrique U de T via le capteur, et là vous avez une image par rapport au temps, vous avez une image de la tension par rapport au temps. Bien sûr, ça c'est peut-être une pression derrière qui est cachée, une température, une concentration, enfin peu importe. Une grandeur physique, peut être transformée en une grandeur via un capteur en une grandeur électrique U de T, et généralement une tension U de T. Cette tension U de T est l'image d'une grandeur physique. Donc c'est le capteur qui permet de faire ça. Bon, mais ça c'est la grandeur analogique, et vous avez là, si vous l'échantillonnez par un échantillonneur, vous avez un signal discret. Et ça, j'ai déjà expliqué. Et vous pouvez le transformer en un signal numérique, qui est un signal composé de 0 et de 1. Et ce signal numérique, c'est un signal logique. C'est un signal logique, qui contient des informations. Hein. Bon, il contient des informations. Donc, à l'analogique s'impose, enfin, s'oppose, à l'analogique s'oppose le signal logique. Mais, quand je vous dis addition, soustraction, multiplication, division, ben, vous pouvez faire des additions, soustraction, division et multiplication de signaux aussi bien analogiques que de signaux logiques. Ça ne change rien. Si ce n'est que, bon, il faudra adapter les composants au niveau technique, comment faire des additions au niveau analogique et comment faire des additions au niveau euh, logique. Et ça, c'est toute la question d'étudier comment faire des additions analogiques, comment faire des additions numériques, comment faire des additions, avec quel organe, bien sûr, quelle technique, avec quel composant électronique, et comment faire des divisions, des multiplications, etc. On sait faire tout ça. Hein. On sait faire tout ça. Par exemple, si je prends en numérique, je peux faire une division par ce qu'on appelle un diviseur à l'aide d'un timer. Je peux diviser le temps.
faire des divisions du temps. Faire des divisions du temps avec un timer. Alors je définirai le temps de division par n. Je diviserai le temps par n par division. Et le temps étant par rapport à une période donnée. Alors il existera des multiplicateurs, des diviseurs, des soustracteurs et des additionnaires. Là, je peux faire des additionnaires numériques, enfin logiques ou numériques, peu importe, hein, 0 ou 1. De toute façon, le numérique, c'est des 0 ou 1. Ce qu'on appelle en anglais digital. De digit. Digit qui est le chiffre. Un chiffre, voilà, digit, c'est un chiffre. Alors, addition, ça va être fait par un additionneur. Alors, je peux additionner des signaux analogiques ou logiques, soustraire des signaux analogiques ou logiques, multiplier des signaux analogiques ou logiques, et diviser des signaux analogiques ou logiques. Bon. Mais moi, ici, je vais m'intéresser justement au diviseur de tension. Donc, qu'est-ce qu'on va diviser? On va diviser la tension. C'est diviser la tension qui m'intéresse. Donc, je parlais de division. Puisque on parle de division de tension. Alors, la division de tension, ben, il faut déjà une force électromotrice générée par un générateur qui va fournir l'énergie électrique. Donc ici, je vais mettre un générateur continu. Je mets un générateur continu. Avec un interrupteur que j'appelle INT, où rien ne se passe si vous ne fermez pas l'interrupteur. Les résistances ne servent à rien dès le moment où vous n'avez pas enclenché, vous n'avez mis en service le circuit. Alors pour avoir un diviseur de tension, bien sûr, il faut aller rechercher la tension quelque part. Je prends un point qui est ici. Parce que si vous mettez un voltmètre, là ça constitue la masse. Hein. Si je fais ça, c'est la Terre. Ça c'est la Terre. La masse, bon généralement la masse est mise à la Terre. Hein. En général, mais c'est pas toujours le cas. Donc ici, moi je mets la masse comme ça, une masse indépendante. Une masse indépendante, pas forcément connectée à la Terre, mais par raison de sécurité, on connecte la masse à la Terre en général. Donc ça c'est la masse. Donc c'est le point, si vous voulez, négatif, qui est considéré comme le zéro. Parce que quand on mesure une différence de potentiel, ben, il faut mesurer, si vous mesurez par exemple de 2, j'ai 2 volts au point A. Si au point A j'ai 2 volts et 6 volts au point B, ben, la différence de potentiel vaudra VB moins VA. Et ça c'est la tension U entre B et A. Donc on aura 6 moins 2, et la différence de potentiel, UBA, vaudra 4 volts. Il mesure une différence de potentiel. Donc, mais là, je l'ai mesuré par rapport à 2 volts. Alors moi, ce que je fais, je mets une référence à 0 volts. C'est ma référence. Voilà, c'est ma référence. Je dis que là, il y a 0 volts. Mais s'il y a 0 volts là, ça veut dire que la force électromotrice, si je mets 20 volts, c'est 20 volts par rapport à la masse de 0 volts. C'est ce que ça veut dire. Parce que si vous mettez, si j'avais mis la référence, s'il y avait une référence ici, par exemple, je mets un circuit. Un circuit, il y a déjà 2 volts. Hein, je mets un générateur ici. Je mets un second générateur ici. Là, si je mets, là, je considère que j'ai le 0 volt. Là, j'ai 2 volts. Parce que j'ai un générateur de E égale à 2 volts. Ça veut dire qu'en ce point-là, j'ai 2 volts. Donc, si j'ai la force électromotrice ici de 5 volts, ben, ce sera en ce point-là, au point B, vous aurez compris, 5 plus 2. On aura au point B, VB égale 7 volts. Donc, attention à tout ça. Moi, ici, je mesure par rapport à la masse, qui est la référence, c'est-à-dire 0 volts.
Donc ma référence c'est 0 volts. Alors si je mets un voltmètre pour mesurer la tension continue, si je mets un voltmètre du point A, je vais appeler ce point-là B et ce point-là C, c'est la masse, je mets un voltmètre comme ceci, en parallèle, un voltmètre c'est toujours en parallèle sur le circuit. Combien on va mesurer? Ben, vous allez mesurer 0 volts. Il n'y a pas de tension, c'est normal parce que l'interrupteur est ouvert. L'interrupteur est ouvert. Maintenant, si je ferme le circuit, là, si le générateur il fonctionne, il est en bon état, il n'y a pas de panne. Donc ici, c'est un générateur idéal. Hein. Générateur idéal, ça veut dire que en fonction du temps, il va fournir une force électromotrice constante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte, il n'y a pas de chute de tension de la résistance interne. Il n'y a pas de résistance interne ici. Voilà, je considère idéal. Donc j'ai une force électromotrice constante. Donc le E, en fonction du temps, il est constant. C'est une droite parallèle à l'axe des temps. Eh bien, si vous faites ça, là je ferme l'interrupteur et là maintenant le voltmètre va mesurer exactement E. On a E volt. E volt. Donc ça veut dire que si E vaut 20 volts, vous allez mesurer 20 volts. Si E vaut 10 volts, vous allez mesurer 10 volts. Si E vaut 5 volts, vous allez mesurer 5 volts. Oui, mais d'accord. Jusqu'à présent, c'est normal. Je mesure toute la tension, la force électromotrice, je m'excuse là. Oui, non, je mesure la tension due à la force électromotrice du générateur aux bornes des deux résistances. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici quelque part? En fait, j'ai une branche. J'ai une branche qui est constituée. Là, je peux l'enlever l'interrupteur. Hein. Maintenant, je raisonnais à circuit fermé. Je raisonne à circuit fermé. Je n'ai plus besoin d'interrupteur. Hein. Bon, le circuit, maintenant, est considéré comme étant en marche. Il est en marche maintenant, le circuit. Là, il est fonctionnel. Je suppose que la force électromotrice, le générateur débite correctement, que les résistances sont fonctionnelles, il n'y a rien de claqué. Hein. Il n'y a pas une résistance de claquer, donc tout est idéal ici. Dès le moment où vous faites ça, bien sûr, quand vous avez fermé le circuit, vous ramenez un potentiel entre A et B, et il y a un courant de passage qui va circuler voilà, du plus vers le moins. Mais les électrons vont du moins vers le plus. Hein. Et ça, c'est un sens conventionnel. Hein. Voilà, le courant ici, c'est conventionnel. Hein, parce que les électrons, ils vont dans le sens contraire, ils vont du moins vers le plus. Mais, par convention, on dit que c'est arbitraire. Hein. Alors, je prends un courant arbitraire et je suis une convention. Bien que je mette arbitrairement, de manière arbitraire, ici c'est une convention arbitraire. Elle est arbitraire déjà la convention et je la suis. Et je la suis. C'est ça que ça veut dire. Bon, je vous ai dit que si je mettais un voltmètre ici, je mesurais la force électromotrice. Ouais, mais si vous mettez un voltmètre entre B et la masse, C étant la masse, si je mets un voltmètre là, vous ne mesurez plus la force électromotrice. Vous allez justement mesurer une division de la tension par rapport à la tension de départ. Vous allez mesurer une division de tension. La tension que vous allez mesurer est divisée par rapport à la force électromotrice. Bon, la force électromotrice étant la plus grande, celui qui fournit tout. Hein. Vous ne saurez pas avoir 20 volts ici, alors que vous avez 15 volts ici. Hein. Ce qui va se retrouver à droite vient de l'énergie qui vient à gauche. On ne saurait pas avoir plus d'énergie créée. Ça, c'est le système de conservation de l'énergie. On ne saurait pas avoir plus d'énergie fournie par rapport à un générateur d'énergie qui fournit. Bon, s'il fournit 20, vous n'allez pas trouver en sortie plus que 20. Hein. Ça, c'est d'office. Hein. Ce qui veut dire, si je mets 15, en entrée, supposons que je mette un générateur de 15 volts, ben, j'aurai par exemple 5 et il restera 10. Je peux avoir
2, mais alors là, il y aura 13. Si je mets 3, je vais avoir 12. Si je mets 11, là, j'aurai 4. Et ainsi de suite. Oui, mais ce qui veut dire, ça veut dire quoi? Mais que si je prends le 11 et 4, ça veut dire si je prends 15, ben, vous avez séparé 11 et 4. Vous avez créé une partie en 11 et 4. Bon, je le ferai avec 3 et 12 par exemple. Je vais prendre des multiples, comme ça je vais pouvoir bien expliquer avec des multiples, parce que 11 et 4 ne sont pas multiples de 15. Pour bien comprendre les choses, je prends des multiples. Je prends 3 et 12. Supposons que vous avez 3 et 12. Ben, vous avez su partager le 15 en 3 et 12. C'est un partage. Et un partage, c'est une division. Ça veut dire que 3 par rapport au départ, mais c'est 3 volts. Les, par rapport au 15, comment avoir 3 volts par rapport au 15? Ben, 3 volts, c'est 15 divisé par 5. J'ai divisé par 5. Donc en d'autres termes, c'est 15, c'est les 15 volts fois un cinquième. Bon, je vais tout effacer ici. Et je vais t'expliquer par rapport aux 3 volts et 12 volts. Donc si je mets un voltmètre là, et qu'on arrive à créer une tension qui serait par exemple, là je mesurais 12 volts, c'est qu'il y en aurait 3 entre A et B, la tension UAB. Alors là j'ai bien mis la tension, hein. La tension se met, si vous voulez, dans le sens contraire du courant. Or le courant, il va dans ce sens-là, il rentre, donc la tension UAB est dans le sens contraire. C'est par convention, c'est la convention récepteur. La convention récepteur dit que si vous avez plus-moins, le courant va du plus vers le moins, c'est une convention, hein, et la tension ira voilà, dans le sens contraire. Donc si je mets le point A là, point B, j'aurai la tension UAB va se noter par une flèche comme ceci. La convention générateur, moins, plus, on aura un courant qui va du moins vers le plus, voilà, et moins vers le plus, et la tension sera dans le même sens, moins plus. Enfin, la force électromotrice, E. La convention, ça c'est pour la convention générateur, et le courant il va du moins vers le plus, I. Voilà, c'est pour les conventions. Donc le courant, moi je choisis une flèche qui va dans le sens contraire de la flèche de tension va dans le sens contraire du courant. Or le courant, je l'ai choisi arbitraire qui va du plus vers le moins. Donc là, on a bien du plus, c'est-à-dire que la résistance sera plus ici. Et là, on aura du moins. Maintenant, celui-ci aussi, il sera plus. Celui-là, il sera moins. Le courant va aller dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que je vais mesurer entre B et C? Je vais mesurer 12 volts. Et encore une fois, comme le courant va du plus vers le moins, donc du plus générateur vers le moins, donc le courant va aller comme ceci. Et si le courant va comme ceci, ben, vous aurez compris que on a plus là et moins là, au niveau du second, de la seconde résistance. Donc si je mesure UBC par rapport à la masse, je mesure 12 volts. Ça veut dire que UAB vaut, ben, je ne saurais pas avoir plus que 15. Donc UAB ne proviendrait que, voilà, c'est une question de, on va dire, de conservation de l'énergie. L'énergie électrique provenant de la source est conservée au niveau des consommateurs qui sont les résistances. Les consommateurs, ce sont les résistances, ce sont les dissipateurs. Ils vont dissiper de l'énergie. Comment? Sous forme calorifique. Donc on aura 3 volts. Si j'avais eu 11 volts, je vous disais qu'on aura 4 volts. Parce qu'on a une conservation de l'énergie, donc le potentiel est conservé.
Donc s'il y a 12 volts, 11 volts d'un côté, la somme doit toujours faire 15 volts. Bon, mais ça veut dire que ces 12 volts-là, comment ils sont obtenus? Ben, par rapport à 15, comment peut-on obtenir 12 volts? Et par rapport à 15, comment peut-on obtenir 3 volts? Et par rapport à 15, comment peut-on obtenir 5 volts? 12 volts, je m'excuse, c'est 12. Eh bien, pour avoir les 3 volts, j'ai dû diviser par 5. Donc c'est bien un diviseur de tension. Hein. Pour avoir 3 volts, j'ai dû diviser par 5. Pour avoir 15 volts, j'ai dû diviser euh, par 5, ça fait 3. Et là, par 5, ça fait 3. Donc j'ai dû multiplier par 4. Et là, j'ai dû multiplier par 1. Et là, on retrouve bien notre facteur 5. 1 et 4, ça fait 5. 1 plus 4, ça fait 5. 15, 5. Voilà. Si je fais 3 plus 12, ça fait 15. On aura 1 fois 15 cinquièmes plus 4 fois 15 cinquièmes, ce qui fait 15 cinquièmes, je mets en évidence. J'aurai 4 plus 1, 5. 5 divisé par 5, voilà, je peux le faire sur une page à part. Hein. Je vais prouver ceci, que 3 volts plus les 12 volts, les 3 volts plus les 12 volts font bien 15 volts. Les 3 volts, je vous ai dit que par rapport à 15, c'est 1 cinquième plus 4 fois 15 sur 5, on aura 1 cinquième si je mets 15 en évidence, plus 4 cinquièmes de 15. Eh bien, là, vous avez 5 cinquièmes. 5 cinquièmes, ça fait 1. On a bien les 15 volts. Donc, ce qui veut dire, dans mon cas, moi, dans le cas de figure ici, pris, ça veut dire que là, il y aura 4 cinquièmes de E. Et là, on aura 1 cinquième de E. Donc, c'est bien une division. Hein. Vous voyez bien que 15 divisé par 5, pour obtenir 3, si ce n'est pas une division, ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et si vous faites 15 cinquièmes, 15 fois 4 cinquièmes, voilà, on a divisé par 5, mais on a multiplié par 4, c'est vrai. Voilà. Là, on a divisé par 5, on a multiplié par 1. De toute façon, on aurait un diviseur et pas un multiplicateur. Pourquoi un diviseur et pas un multiplicateur? Parce que c'est du fait que ce coefficient-là est toujours plus petit que celui-là. Ce coefficient-là est toujours plus petit que celui-là. Voilà. Et s'il est plus petit, ben, on a un rapport plus petit que 1. Donc les rapports là seront des fractions. Et non pas un nombre supérieur à 1. On aura un nombre plus petit que 1 et pas supérieur à 1. Donc on n'aura pas, si vous voulez, on aura, oui, une multiplication, mais par un nombre plus petit que celui du dénominateur. Donc on a ici une multiplication suivie d'une division. Une multiplication suivie d'une division. Mais le facteur de multiplicatif qui est au numérateur est beaucoup plus petit que celui du dénominateur. On aura d'office une fraction. Ce sera d'office une fraction. Une fraction, donc vue comme une division. Et c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça multiplicateur-diviseur. On appellera ça diviseur de tension. Parce qu'en vérité, on multiplie et on divise. Hein. Parce que 1 cinquième, on fait fois 1 et divisé par 5. 4 cinquièmes, on fait fois 4 et divisé par 5. Voilà. Mais comme le 1 et le 4 sont toujours plus petits que le dénominateur, les valeurs au numérateur sont toujours plus petites, donc on a un rapport toujours plus petit que 1. Donc on verra la fraction, on verra une fraction de E. E est divisé, parce que E vaudra 15. Pour arriver à 12, il sera, oui, divisé par 5. Oui, ça c'est même multiplié par 4, d'accord. Mais en fait, il sera vu comme une fraction 4 cinquièmes. 4 cinquièmes. Donc on va 12, on fera 12 fois 4, 12 divisé par 5 fois 4. En vérité, il y a une multiplication derrière. Hein. Il y a une multiplication, je vais vous le montrer tout de suite.
il y a une multiplication. Alors, je repars sur mon exemple. 3 volts, je mesure 3 volts et je mesure 12 volts. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait que j'ai 3 volts d'un côté et 12 volts de l'autre? Eh bien justement, c'est les résistances qui font ça. Ce sont les résistances. Comment obtenir un cinquième et euh, comment obtenir un cinquième et comment obtenir 4 cinquièmes. Toute l'astuce, elle est là. D'où vient ce 1 cinquième ou 4 cinquièmes? Pour ça, il faut que je redessine mon dessin. Et vous allez voir d'où ça vient. Maintenant, je vais généraliser. Hein. Je n'ai plus 3. Je n'ai plus 3 volts. Mais j'ai une tension UAB. Une tension UAB. Et là, j'ai plus 12 volts, mais une tension UBC. C étant la masse. Je vais la remettre. Hein. Je vais remettre le point de potentiel C. UAB. UBC. Avec le C qui est là. C'est la masse. Alors je redessine la masse. Là, la masse est effacée. Je la redessine. Alors d'où vient ce 1 cinquième et ce 4 cinquième de E? Comment ça se fait que la tension a été divisée? Eh bien, c'est parce que justement, c'est les valeurs de résistance qui vont faire ça. Là, j'ai deux résistances, une que j'appelle R1. Là, j'ai une résistance R2. Je vais mesurer... donc, j'ai deux résistances en série, ça vous le savez très bien. Donc, là, si j'ai deux résistances en série, eh bien, vous connaissez la loi d'Ohm. Vous connaissez la loi d'Ohm, c'est que U est égal à R fois I. La tension au bord d'une résistance est égale à la résistance fois le courant. R est en ohm, I en ampère, U en volts. Mais ici, c'est pas ce cas qui est là, mais c'est ceci. R série fois I. Pourquoi R série? Parce que vous avez un générateur avec deux résistances en série, dans lesquelles passe un courant I. Donc on reconnaît la loi d'Ohm appliquée à un générateur ici, une force électromotrice. On a un courant I, et vous avez R1, R2. Donc ce qui veut dire que la force électromotrice E vaudra R1 plus R2 fois le I. Voilà, et ça constitue déjà une première équation. C'est l'équation de la force électromotrice en fonction du courant et des résistances composant le circuit. C'est ma première équation. Voici ma première équation. Ici, il y a une feuille qui n'a rien à voir. Je vais vite l'éliminer parce que ça n'a rien à voir avec ça. Je viens de voir quelque chose. Ouais, ça c'est une feuille qui n'a rien à voir. Je vais l'effacer tout de suite. Mais c'est pour juste vous expliquer qu'ici, bon, USB c'est quoi? USB c'est Universal Serial Bus. C'est-à-dire que vous pouvez raccorder l'USB quand l'ordinateur est allumé. Hein, il va faire plug and play, il va tout de suite le reconnaître. Mais en plus de ça, vous pouvez l'alimenter directement quand l'ordinateur est alimenté. Vous pouvez le connecter à n'importe quel moment. L'USB, bon, vous pouvez connecter. C'est pour connecter un périphérique. C'est un bus.
C'est un bus parce que pour passer d'un périphérique le connecter, ben, il faut quand même du câble ou un bus ou peu importe. Bon, il faut quelque chose. Il faut faire voilà, le câble va servir d'interface entre le périphérique extérieur ou le périphérique intérieur, parce qu'il y a des périphériques intérieurs et l'ordinateur, c'est juste ça. Donc, l'USB, c'est quelque chose d'automatique. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas besoin de l'installer, il est reconnu tout automatiquement. Il suffit de l'accrocher ou le connecter. Une fois que vous le connectez, il est pris en compte directement. Et en plus de ça, bon, vous pouvez le connecter quand l'appareil est allumé. Voilà, il est allumé. Et ça, c'est grâce à voilà, ce protocole USB qui est Universal Serial Bus, c'est-à-dire le bus série universelle. Et alors, bon, ici sur l'ordinateur, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous avez la racine, un hub en deux ports. Voilà, le premier port, il est là, et le second port, il est là. Il décompose en deux ports, hein, et dans le port 1, il met plusieurs ports. Ici, il est inutilisé. Une, deux, lui, il est pas reconnu. Là, on a un troisième, quatrième, cinquième, et là, il met le Bluetooth, l'adaptateur Bluetooth générique. Donc, il va vous en mettre, je sais pas combien, dans le port port 6. Enfin, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est ce qu'il dit, hein. Dans le hub générique USB, il dit qu'il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, voilà. Et là-bas, le second port, le port numéro 2 est inutilisé, donc il n'y a rien qui est connecté là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, dans le premier, il y en a 6. Il peut en mettre 6. Voilà. Mais ça n'a rien à faire ici. Je vais juste l'effacer. Je vais le supprimer. Et revenons à nos moutons. Je reviens ici. Pour ça, il faut le schéma. Je vais réappliquer le schéma. C'est ce schéma-là qui m'intéresse. Donc j'ai déjà une équation. Et ça ne suffit pas. En fait, il en faut une deuxième équation. Et encore une fois, qu'est-ce qui va venir en aide? Mais c'est toujours la loi d'Ohm. Rien de plus. Mais cette fois-ci, je vais aller rechercher. Bon, je peux aller rechercher soit UBC ou UAB. C'est comme vous voulez. Alors, il y en a un, vous avez vu qu'il sera complémentaire par rapport à l'autre. Hein. Il sera complémentaire par rapport à l'autre. Si 1 cinquième et 4 cinquièmes sont complémentaires. Hein. Sont complémentaires par rapport à quoi? Ben, par rapport à 5. 1 cinquième plus 4 cinquièmes, ça fait 5 cinquièmes. Donc il sera complémentaire par... 1 et 4 seront complémentaires par rapport à 5. 1 et 4 seront complémentaires par rapport à 5. Donc si j'en trouve un, ben, je sais trouver l'autre par le complément. Alors, justement, c'est ce que je vais faire. Je vais les trouver tous les deux par le complément. UBC, ben, c'est R2 fois I, c'est la d'Ohm. Hein. Et UAB, c'est R1 fois I. Je vais les mettre dans l'ordre. Parce qu'on rencontre d'abord UAB et puis UBC. Vous voyez que j'ai trois équations. Ce qui vont me donner, justement, toute cette fameuse partition de la tension de départ en, 3 volts, le 15 volts qui va me donner le fameux 3 et 12. Alors, qu'est-ce qui me donnait, si j'avais 15 volts au départ, 15 volts, ben j'en avais 3 ici et 12 ici. Maintenant, il faut pouvoir résoudre ça. C'est une question de résolution. Je vais en résoudre qu'un seul. Je vais prendre, donc j'ai combien d'équations? 1, 2, 3. Ce qui va m'intéresser, je vais résoudre le UBC. Alors, qu'est-ce qui va venir en aide? Ben, c'est le courant. Pourquoi? Parce que le courant est identique, c'est un circuit série. Donc, vous voyez le courant qui est là, I, c'est le même que celui qui est là, c'est le même que celui qui est là. Donc, moi, comme je vais utiliser le 3 et le 1, ben, je vais relier les courants ici, sont les mêmes. Et grâce à ça, je vais trouver la fraction. Je vais chercher la fraction maintenant, et vous allez voir d'où elle vient, cette fameuse fraction d'un cinquième et 5 cinquièmes. Donc, je vais écrire les équations de nouveau.
E égale R1 plus R2I. Voilà, ça c'est la première équation. Et la troisième donnait E est égal à R2I. Alors j'isole le I. Le tout c'est d'isoler le I. J'ai la première équation. La seconde. Je vais isoler le I. Donc le premier il va donner I. Ouais mais ici attention que c'est pas E, c'est U. Hein. C'est UBC. Je calcule sur UBC. UBC. I est égal à quoi? UBC sur R2. Ce qui veut dire que le I, ben, je peux aller rechercher dans la première. La première équation, c'est E sur R1 plus R2. Parce que les courants sont les mêmes. Hein. C'est un courant série. Il est le même sur la R1 que sur R2 que celui qui sort du générateur. Donc tout ceci, c'est du superflu, puisqu'il est déjà marqué I à gauche. Il faut juste que j'égale comme ceci. Et maintenant, je n'ai plus besoin du I. Je peux l'enlever. Et je vais remettre le R2 dans le membre de droite. Et vous reconnaissez la fraction qui arrive. La fraction, elle est bien là. Par rapport à E. Alors maintenant, je vais remettre juste un peu d'ordre. UBC, c'est là. Le E, c'est la force électromotrice de départ. Et ça, c'est le rapport de résistance. Donc la fraction, elle provient du rapport de résistance. Alors si j'avais fait ça avec l'autre, avec UAB, ben, j'aurais R1 sur R1 plus R2. J'aurais eu R1 sur R1 plus R2. Et là, je vais vous prouver que je résout la même chose. Hein. Vous faites la même chose, exactement le même. Vous allez retrouver. Donc, on a UAB vaudra R1 sur R1 plus R2 fois E et UBC vaut R2 sur R1 plus R2. Et maintenant, si vous faites la somme de R1 la somme de la résistance de celui-là avec celui-là, ben vous allez avoir 1. Le rapport vaudra 1. Ce sera les 5 cinquièmes, les 6 sixièmes, 7 septièmes, peu importe. Mais si vous faites la somme égale à 1. Donc vous allez avoir les fameux 1 cinquième de tout à l'heure, plus les fameux 4 cinquièmes voilà, de E. Voilà. Rappelez-vous. Eh bien, le 4, c'est R2. Le 1, c'est R1. Et le 5, c'est R1 plus R2. Donc, si vous faites 1 plus 4, si vous faites R1 plus R2, vous allez obtenir R1 plus R2. C'est normal. Vous faites R1 plus R2, vous allez obtenir R1 plus R2. Et si vous faites la somme totale, 1 cinquième plus 4 cinquièmes, vous allez obtenir 5 cinquièmes, c'est-à-dire R1 plus R2 sur R1 plus R2. Et ça fait 1. C'est tout à fait normal. Bon, mais là, c'est quand on a deux résistances. Alors, c'est ce qu'on appelle un montage dispositif. C'est ce qu'on appelle un dispositif ou un montage potentiométrique. Ou dit voltmétrique. Donc, ce montage que je viens de faire, c'est un montage potentiométrique ou
dispositif, hein, dispositif voltmétrique ou tout simplement pont diviseur de tension. Alors pourquoi un pont? Parce qu'il y a un pont. Vous voyez une espèce de pont là. Il y a une espèce de pont. Alors ce pont, il est où? Ben, le pont, le générateur, je vais aller rechercher, hein. J'ai pas besoin de le redessiner. Ah, mais ça c'est un pont, hein. Vous voyez que ça fait comme un pont. C'est comme un pont, hein. Voilà. On a comme un pont. Je dirais même ici, hein, il y a encore un petit pont. Parfois, on voit apparaître ceci. On a un grand pont et un petit pont. Maintenant, si je l'ai mis, je recherche là-bas, on a toujours un pont. Là, ça ressemble à un pont, c'est juste ça. Mais ce pont-là, je peux le mettre comme ceci, hein. Il n'est pas obligé d'être... Ah, ça change rien. Alors, je vous rappelle que certains mettent la masse au plus, hein. Les anglo-saxons, ils mettent la masse au plus. Donc, les anglo-saxons mettront, par exemple, un tel montage que je dessine comme ça dans la même lignée. Comme ceci. Voilà. Et bien sûr, il faut aller chercher, pour avoir un montage potentiométrique, il faut aller chercher la tension ici, hein, par rapport à ça. Ou la tension là, par rapport à celle-là. Donc, soit on va chercher une tension ici. Je mets un voltmètre là. Soit on va chercher la tension ici, en mettant un voltmètre là. Et je peux l'utiliser, cette tension-là. C'est utilisé dans les transistors, hein. Montage potentiométrique, c'est voilà, pour alimenter les transistors. Bon, on fait des montages potentiométriques, hein, voltmétriques. Si vous ne connaissez pas le potentiel, le montage potentiométrique, oui, ici je disais que je vais terminer ma phrase parce que ici je n'étais pas voilà, je peux mettre la masse ici au plus. Bon, certains le mettent au moins et d'autres le mettent au plus. Voilà, les anglo-saxons mettent la masse au plus. Bon, un exemple du montage potentiométrique. C'est le transistor, hein. Vous aurez compris que vous avez un montage potentiométrique dans le transistor. Là, on a une résistance collecteur. On a le collecteur, la base, l'émetteur. Je peux mettre une résistance d'émetteur, la masse. Et là, vous voyez que j'ai un pont diviseur de tension ici. J'ai un pont diviseur de tension. Je raccorde ici. Généralement, la tension là, la même, VDC. Donc, la tension que vous avez ici, mais c'est une fraction de la tension VDC. On aura R1, R2. Donc là la tension de base, attention à la base, c'est un pont diviseur de tension, VB. Donc vous aurez, VB voudra quoi? Ben, c'est R2, attention pas se tromper, c'est R2 sur R1 plus R2 fois VDC. Voilà. Et là, vous alimentez la tension de base par une tension VB qui est une fraction
Si vous calculez bien les résistances, vous le polarisez, ce qu'on appelle une polarisation par la base, au travers d'un pont diviseur de tension. Ce qu'on appelle, bon, généralement, là, les gens appellent ça un pont diviseur de tension, PDT. Mais c'est un montage euh, potentiométrique, ou dispositif potentiométrique, ou dispositif voltmétrique, ou encore montage potentiométrique, montage voltmétrique, montage euh, euh, à pont diviseur de tension. Il y a différents noms pour ça. Alors, je vous rappelle encore une fois que ce rapport-là, euh, il est plus petit que 1. Hein. Et c'est ça qui en fait une fraction. La fraction, c'est ça qui en fait une fraction. Hein. C'est ça qu'on aura toujours une division. C'est ça que je vous disais. On aura une division de la force électromotrice du départ. Ici, la force électromotrice, c'est pas une force c'est VDC. C'est la tension continue qu'on appelle VDC. On a une tension, voilà, c'est une force électromotrice qu'on appelle VDC. Tension d'alimentation continue, VDC. Donc, ce sera toujours une fraction de VDC ou de E. Si je mets E, c'est E. Pourquoi? Parce que là, c'est toujours plus petit que 1. C'est toujours strictement plus petit. Et c'est ça qui justifie justement la dénomination de diviseur de tension. Et pas un multiplicateur, parce que quelque part on multiplie par R2. Hein. C'est R2 fois VDC divisé par R1 plus R2. Mais euh, on ne dit pas pont multiplicateur diviseur, mais on dit directement pont diviseur parce que ce rapport est plus petit que 1. Alors maintenant, je vais adapter la situation avec une multitude de résistances. Mais je vais les mettre en chaîne. Hein. Je vais les mettre de manière linéaire en chaîne pour avoir plus facile pour les dessins. D'ailleurs, je vais faire des copies pour aller beaucoup plus vite. Et maintenant, je vais généraliser la formule à une chaîne de résistance. En série, bien sûr. Hein. Une chaîne de résistance en série. Voilà. Je dessine les résistances. Bon, la dernière, je la dessine pas. Je vais mettre 3 petits points pour dire que ça continue. Parce que je vais généraliser, justement. Bien sûr, vous avez un générateur. Il faut relier toutes les résistances. Hein. Et là, je mets 3 petits points, parce que ça continue. Alors, je décide que la résistance, la première résistance, je vais l'appeler R1. Donc la seconde, ce sera R2. La troisième, R3. Et ainsi de suite, jusque Rn. Il y a Rn résistance. Je vais mettre un générateur, il n'y en a qu'un seul. Câblé, je ne suis pas les anglo-saxons. Moi, je mets le moins à la masse. Je mets la masse. Le courant va circuler ici. Vous aurez un courant I et bien sûr une force électromotrice E. Et maintenant, comment aller rechercher les potentiels? Par une formule. Si vous avez compris ce que j'ai expliqué, hein, ceci, vous l'appliquez, si vous voulez la tension de là, enfin, si vous voulez la tension en R, voilà, si vous voulez la tension de là à là, la résistance R2, R3 et jusqu'à Rn sont en série. Hein. C'est comme si vous avez un pont. J'aurais R1 et R équivalent. Là, j'ai R équivalent, qui est R1, c'est la somme des résistances, ils sont en série. Hein. Bien sûr, à partir de, voilà, de R2, à partir de I égale 2 jusque N. Et là, on aurait R1. Alors, pour rechercher de là, oui, ici, je vais l'appeler point A, point B. Maintenant, je vais chercher entre la tension entre C et la masse. Je vais mettre juste à côté. C et la masse. Si vous mesurez cette tension-là, hein, vous réappliquez ce que je viens de dire. Vous réappliquez ce que je viens de dire. C'est-à-dire, vous faites. Vous aurez R1 plus R2 au départ. Donc, on aura R1 plus R2 qui est R équivalent 1 est égal à
R1 plus R2. Et pour la suite, vous aurez R équivalent 2 qui est égal à la somme des résistances I. Pour I égale à 3, vous allez commencer à 3 jusque N. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Puis, si vous voulez, le potentiel entre R3 et Rn, enfin la masse et la masse, ben, de nouveau, vous allez faire quoi? Le D, vous allez faire R1 plus R2 plus R3. Voilà, c'est la somme des résistances, c'est la résistance équivalente qui est R1 plus R2 plus R3, divisé par R4 plus R5 plus R6 plus R7, voilà, et ainsi de suite. Donc ce sera la somme des résistances équivalentes précédentes non, si je me trompe, équivalent, si, oui, attendez, ici, oui, oui, ça, oui, c'est juste, hein. Mais la formule, je ne l'ai pas coordonnée. J'ai pas coordonné. Dans ce cas-ci, pour mesurer le E, il faudra quoi? Ben, il faudra R1 sur, enfin, c'est pas R1, ce sera R équivalent, qui est la somme des RI, sur R total. R total, c'est R1 plus R2 plus R3. Voilà, tout ça, c'est R total. R1 plus R, la somme de toutes les résistances. Donc, si je veux le faire au propre, je vais le faire au propre pour bien comprendre ça. Puis après, je vais généraliser. Mais il n'y a pas besoin de savoir ça. Hein, c'est juste pour vous dire. C'est pour ça que je vais vous expliquer ça. Il n'y a pas besoin de savoir ça parce que je vais vous donner la formule directe. Hein. Vous allez la comprendre tout de suite. Bon, je vais dessiner les résistances correctement parce que je vais en faire une correctement et puis je vais faire les copies. Voilà une. Voilà une première résistance que j'appelle R1. R2. R3. Et je vais aller jusque Rn. Je vais mettre R4. Voilà, 3 petits points. 1, 2, 3. Et voilà Rn. Je raccorde. Je raccorde. Je raccorde. J'ai du mal à raccorder. Je raccorde. Bon, tout est raccordé. Hein. Je vais rechercher une source de tension. Voilà. Plus. Moins. Moins c'est la masse. Je ramène le potentiel positif en A. Le potentiel négatif à l'extrémité droite. Je vais vite éliminer le superflu. C'est un travail que je dois faire absolument parce que bon, sinon c'est... Je mets les points de potentiel
j'ai un potentiel, j'ai le point A, point B, point C, point D, et ainsi de suite. Point Z. Point Z, c'est le dernier. Ce qui veut dire que j'aurai la résistance R1, la résistance R2, la résistance R3, la résistance R4, la résistance Rn. La source d'alimentation E, enfin la force électromotrice, le générateur qui fournit une force électromotrice continue, et le courant I. Alors c'est un courant série, je vous ai dit que le courant il est le même dans toutes les résistances. Hein. Le courant qui va passer, il est le même dans toutes les résistances. Pour ne pas gêner le circuit, je vais mettre le courant dans ce sens-là, que je vais appeler le courant I, qui va du plus vers le moins. Eh bien, maintenant, je vais faire ce qu'il faut faire pour... On a le point A, B, C, D, et comme je l'ai dit là-bas, c'est Z. Maintenant, je vais faire les calculs. Bon, je vais en faire un par un. Hein. Si je prends R1, on aura... Si je veux la tension entre B et Z, donc UBZ si vous voulez, hein. Si je veux UBZ, c'est R1 sur la somme des résistances à partir de 2, enfin, je m'excuse, c'est R1 sur la somme des résistances totale. Hein. Non, je m'excuse, je me suis trompé ici. Non, parce que c'est UBZ qu'il me faut, c'est pas UAB. Oui, parce que si je veux UAB, c'est facile. UAB, c'est R1 sur la somme des résistances pour I égale à 1 jusqu'à N. Bon, là, c'est la somme des résistances pour I égale à 1 jusqu'à N. Mais ça, c'est pour UR1. UAB, c'est facile. Mais U, pour l'autre, c'est la somme des résistances des RI partant de 2. De 2 jusqu'à N. Donc la sommation, elle va chaque fois changer au niveau de l'indice. L'indice va changer là. L'indice I va changer. Donc là, on va commencer en 2. On va commencer en 2. Ça, c'est UBZ et UAB. Bon, maintenant, je vais rechercher U... j'efface. Je vais rechercher UBC. UAC. 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 Bon, là, UAB, c'est UAB. Maintenant, je peux rechercher une troisième tension, si j'en ai besoin, que je vais appeler UBC. Alors, il y a trois tensions qu'on peut rechercher là. Il y a UAB,
Je peux rechercher UBC. Parce qu'on peut chercher, si vous voulez, si je prends AB, je vais recommencer ce que j'ai fait. Si je prends AB, ben, je peux déterminer soit la tension AB ou la tension BZ. Alors, UBZ, je l'ai comme ça, mais UAB, je l'ai comme ça. Ou alors, je fais quoi? Je fais E moins UBZ pour avoir UAB ou U, E moins UAB pour avoir UBZ. Voilà. Ça, c'est quand on a des extrémités. Enfin, quand on a une résistance à l'extrémité, il n'y a pas voilà. Maintenant, vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand je prends une résistance au milieu. Enfin, au milieu, qui n'est pas à l'extrémité, tel que R1 ou Rn. Regardez bien. Maintenant, je vais chercher. Qu'est-ce que je peux chercher? Je peux chercher U. Il y a 3 cas de figure que je peux trouver. Je peux rechercher soit UCZ ou soit UAB, ça je l'ai trouvé tout à l'heure, ou soit UBC, ou encore soit UAC ou soit UBC. Alors là, vous voyez que j'aurais eu, non pas B, mais C. CZ. UCZ. Et là, je peux mesurer UCZ, une résistance intermédiaire, BC, ou deux résistances intermédiaires, ou etc. Voilà. Je peux mesurer, voilà. Donc, ici, je mesure UBC. Si je mesure UBC, mais ce sera R2 sur la somme des résistances totales. Pour I égale à 1 jusqu'à N. Ça, c'est UBC. Alors, si vous avez compris le jeu, UCD, c'est R3 sur la somme des résistances totales. Alors, UD, si je prends R4, ce sera la tension borne d'R4, ce sera R4 divisé par la somme de toutes les résistances. Si je prends la tension sur R5, c'est la somme c'est la somme, enfin c'est la résistance R5 sur la somme de toutes les résistances totales. Oui, mais on sait encore trouver autre chose. Bien sûr, c'est le UCZ. Le UCZ, ben, là, il vaudra UC, vous allez commencer non pas à 2, le UCZ, il va jusqu'ici. UCZ, donc là, le I vaudra 2, ouais. Vous allez faire la somme de R1 plus R2. Ouais, donc on fait la somme des deux premières résistances pour ICZ sur la somme des résistances. Alors maintenant, si je veux UDZ, ben, vous allez faire la somme des résistances RI pour I commençant à 3 jusque N sur la somme des résistances totales. Si vous voulez UEZ, eh bien, vous allez faire la somme des résistances. Au numérateur, on aura la somme des résistances pour I égale 4. Donc l'indice ici, il est variable en fonction de... Il est variable. On a un indice variable. Il n'y a que ça qui va changer. Par contre, ici, qu'est-ce il va dépendre de quoi? Il va dépendre du I. Il n'y a que ça qui est variable ici. Et maintenant, il reste le UBC. Si je veux le UBC. Bon, c'est facile, hein, vous faites la force électromotrice moins UCZ. Moins UCZ. Bon. Mais si vous voulez UBC, encore une fois, là, ça ne change pas. Ce qui va changer, là, vous allez prendre une somme de résistance qui est R1 plus R2. Non, c'est pas UBC parce que je l'ai déjà. C'est UAC par rapport à A. Par rapport à A. Donc là, il est défini par rapport. Ce sera chaque fois par rapport à A. Là, c'est par rapport à des résistances intermédiaires. BC, CD, DE. Et là, ce sera toujours par rapport à Z.
Alors quand c'est par rapport à Z, eh ben, celui-là, ça dépend où il se trouvera. S'il est en position UC, ben, il y aura 2 résistances. UD, il y aura 3 résistances. Donc, il dépendra de la quantième résistance on est. Voilà. Donc, UC serait la terminaison, est située à la terminaison de la deuxième résistance, donc R2. UD, c'est la terminaison de la troisième résistance, donc on aurait R3, donc on aurait I égale 3. Et ainsi de suite. Voilà. Par contre, le UAC, il n'est pas bon. Hein. Vous aurez compris que c'est la somme. Si je veux UAC, c'est R1 plus R2. Là, ça devient une somme. Somme des RI, le N, là, on ira jusque 2. Jusque 2. Donc là, c'est le N qui change. Et on commencera bien sûr à 1. Là, on commencera toujours à 1. Ça sera toujours 1. Donc vous allez faire, si je cherche U AD, UAD, ben, là on aura toujours 1. On aura R1 plus R2 plus R3. Vous allez aller jusque là. La résistance, ici, celle qui varie, c'est celle-là. La variation, c'est celle-là. Et tout le restant est constant. Donc quand vous calculez toujours par rapport à A, qu'est-ce qui va varier? Il y a uniquement ça qui varie. Si vous calculez par rapport à Z, qu'est-ce qui varie? Ben, c'est l'indice ici qui varie. Donc UCZ, ben, il faut aller chercher le bon I. Ou sinon, en fait, vous pouvez trouver l'un par rapport à l'autre en faisant 1 moins UCZ, vous allez avoir UAC. Voilà, et ainsi de suite, on peut avoir les complémentaires. Hein. Voilà. Maintenant, si vous faites une résistance intermédiaire, ben, là, c'est qu'est-ce qui varie? On n'a qu'une seule résistance, il n'y a pas de somme, mais c'est le I ici qui varie. UBC, ben, c'est la résistance R2 sur la somme des résistances. UCD, c'est R3 sur la somme des résistances. UD, c'est R4 sur la somme des résistances. Total. Alors, UBC, c'est R2. C'est la tension de R2. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux mettre un indice ici. Je peux mettre un indice, c'est UBC, c'est R2, donc c'est UK. Si je veux généraliser, ici j'ai trouvé, c'est UK. Donc vous allez avoir RK. RK. Donc là on aurait U1, U2, U3, et ainsi de suite. Voilà. Donc on aurait, c'est RK sur la somme des résistances. RK, R indice K sur la somme des résistances. Voilà que vaut UK sur la somme des résistances. Donc vous voyez que l'indice, ici il n'y a que l'indice K qui va bouger. Par contre, par rapport à A, qu'est-ce qui va bouger? Ben, c'est ceci. C'est ceci, c'est l'indice là. Et par rapport à Z, qu'est-ce qui va bouger? C'est l'indice là. Alors C, UCZ, c'est la tension qui est juste après R2. Hein. Voilà, c'est juste la tension qui est après R2. Donc c'est pour ça qu'on prend I égale 2. Donc si vous voulez, en lettres, si j'avais... Voilà, on peut le faire. Voilà, c'est ça les formules. Ça va donner ça. Bon, maintenant, ceci étant dit, je vais faire voilà, une petite vidéo sur GeoGebra, en espérant que ça ne plante pas, sinon j'arrête la vidéo, je vous le dis tout de suite. Je vais sur GeoGebra, enfin sur, comment on appelle ça? Pas GeoGebra, Scilab, je m'excuse. Sur Scilab. J'ai déjà commencé bon, à faire ceci. J'ai mis le générateur. Bon, le générateur, vous allez chercher dans la palette. Hein. La palette, vous allez chercher dans la palette électricité. Alors, la palette électricité, je ne sais pas ce qu'elle est. Il faut aller chercher le E, normalement, par ordre alphabétique.
Voilà, electrical. Dans electrical, mais je sors voltage sensor, vous faites add to untitled xcos, ou alors vous tirez. Si vous n'êtes pas là, vous pouvez tirer ici. Regardez, je prends un élément, je le tire, pour autant qu'il le prend, voilà, je reprends, et je le tire. Voilà. Bon, je vais l'effacer parce que je n'ai pas besoin, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est pour vous dire comment on insère un élément. Ou alors, je vais aller là-dessus, enfin, dans la palette. La palette, je vais ajouter, bon, ceci. Je fais add to untitled xcos. Ben, untitled, c'est non intitulé. C'est le fichier qui est pris, que je travaille avec, qui n'est pas intitulé, que je n'ai pas nommé. Je n'ai pas nommé. Il est non nommé. Donc c'est xcos, c'est un fichier non nommé. Parce que moi, j'ai pas mis de nom. Ça m'intéresse pas de le mettre parce qu'après, je vais l'effacer. Ça m'intéresse pas. Voilà, donc je vais pas l'intituler parce que je vais l'effacer par après. Donc, en mettant add to xcos untitled, mais il l'a mis dans ce fichier-là. Hein. Si vous avez un nom qui s'appelait, je sais pas moi, oiseau mesure de tension, enfin, oiseau mesure de tension, bon, c'est un nom que je tape à Gaï comme ça, bon, ça m'est venu à l'esprit, bon, je le dis. Vous avez nommé ce fichier-là, vous faites add to oiseau mesure de tension. Et il va se mettre là-bas. Donc, vous n'êtes pas obligé de le rappliquer. Du moment que vous mettez le nom du fichier, il va se mettre dans le nom du fichier correct. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le nom du fichier, de l'ouvrir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, regardez ici, voilà, je vais ajouter une résistance variable. Add to untitled xcos. Je sais bien qu'il est ouvert, donc il va le taper là-bas. Donc j'ai pas besoin de le traîner, de le tirer pour le ramener là-bas. Je fais ça, je fais confiance, il l'a mis. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc je rouvre et il a mis tout ça. Hein. Voilà, il l'a mis là, j'ai pas besoin. Il l'a mis là, j'ai pas besoin. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 4 résistances, 1, 2, 3, 4, un générateur de 2 masses. Bon, j'ai pas terminé, hein. Je vais le terminer, je vous le dis tout de suite. Donc j'ai été chercher un générateur qui est là. Ça, c'est voilà, constant voltage, c'est un générateur de force électromotrice que je vais régler par après. On s'est réglé, c'est le but, hein, c'est de paramétrer la force électromotrice du départ. J'ai pris un voltage sensor pour mesurer la tension. J'ai pris une masse. J'ai pris ça. En fait, je peux vous dire qu'est-ce que c'est. C'est un condensateur. Je l'ai pris le condensateur. Non, non, je m'excuse, j'ai pas pris de condensateur. Je vois pas les condensateurs pour l'instant dans cette vidéo aussi, donc il n'y a pas de condensateur. J'ai mis une force électromotrice. Ça, c'est un cap. Bon, c'est pour mesurer le courant. Ça, c'est une diode, la masse. Voilà, un girateur, un transformateur idéal, une self-inductrice. Bon, c'est un composant NMOS, négatif MOS, un transistor bipolaire NPN, négatif, positif, négatif, en ampli opérationnel. Voilà, un métal oxyde silicium voilà, à gris positif. PNP, transistor positif, négatif, positif, c'est transistor bipolaire. Alors que PMOS, ce sont des transistors aussi, mais de type métal oxyde silicium. Hein. Il y en a un qui est négatif, l'autre qui est positif. Voilà. Un gris positif et l'autre un gris négatif. Là, on a un voltmètre, résistance que j'ai mis, voilà, une tension sinusoïdale, un switch, voilà, une source. Une source alternative, variable, résistance variable, et un voltmètre. Bon, là, c'est la même chose, hein, potentiel sensor. Voilà, il n'y a qu'une seule sortie. Par contre, là, je câble 2 sorties. Hein. Il y a 2 sorties. Alors, je vais vous montrer la deuxième sortie, elle sert à quoi? Enfin, le triangle. À quoi il sert le triangle? Et là, j'ai une tension, voilà, assez sinusoïdale. Bon, la différence ici, on s'est câblé, on sait mettre quelque chose en entrée. Voilà, une composante en entrée. Parce que vous voyez qu'il y a 2 entrées. Et là, il n'y a qu'une seule entrée. Voilà.
Ceci étant dit, OPAM, ça veut dire ampli opérationnel, hein. On peut faire des opérations avec intégrale, multiplication, division, soustraction. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Les amplis opérationnels permettent de faire des opérations, hein, de signaux. Donc, les amplis opérationnels permettent de faire ça, même plus que des opérations, parce que, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une opération pour un ampli? Mais c'est aussi faire des dérivés, des intégrales, hein. Dérivés, intégrales, addition, soustraction, multiplication, tout ce que vous voulez. Voilà. Et là, justement, euh, le pont diviseur de tension fait division. Voilà, avec des signaux analogiques, il va faire division. Il va diviser quoi? Ben, la tension. Il va diviser le signal de tension. Donc, pour un but bien précis, je peux diviser le signal de tension. Ça vaut la peine de faire ça. Bon. Alors ça, c'est une chose. Alors, si vous voulez, les, les oscilloscopes, ils sont tous là. Les oscilloscopes sont là, tous là. Et alors, bon, pour commander un oscilloscope, il faut généralement, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça? Un clock. Alors, le clock, je vais dans, là, dans Event Handling, c'est-à-dire la prise en charge d'événements, événementiels. Et là, je prends un clock, soit sample clock, qui est un échantillon, ou soit un clock. Bon, ici, moi, j'ai pris des clocks. Et alors, vous faites encore une fois, il suffit de vous faire add to entitled Xcos. Voilà, j'en ai déjà un, donc je ne vais pas le mettre. Hein. Oui, je les ai déjà mis. Je les ai déjà mis, je crois. Oui, ils sont là. Bon, sachant cela, je mets tout et puis je câble. Hein. Pour câbler, de toute façon, je dois en câbler quelques-uns ici. Alors, pour monter, je peux faire ça. Bon, prenez, vous mettez, vous le sélectionnez, flèche haut. Ou si vous voulez en faire monter plusieurs, je prends la touche contrôle. C'est du Windows. Hein, la touche contrôle, c'est du Windows. C'est adapté ici dans le logiciel, comme dans tous les logiciels. La touche contrôle, c'est pour prendre plusieurs éléments en même temps. Hein. Bon, donc c'est valable dans tous les logiciels. N'allez pas croire que c'est valable uniquement ici. Voilà. Par contre, ici, il faut que je réorganise. Donc, ce qui veut dire que moi, je vais effacer tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Et je vais prendre ceci, bien l'organiser. Comme j'ai 3 résistants, je vais reculer celle-là. Reculer celle-là. Reculer celle-là. Alors, le premier va mesurer la tension. Je vais reculer. C'est avec la flèche droite que je fais ça. Voilà, je remonte un petit peu ici. Voilà. Il va mesurer la première tension ici. Seconde. La seconde tension, je laisse un peu d'espace. Je vais recopier. Seconde tension, elle va être là. La troisième tension, elle va être là. Et la quatrième tension, elle va être là. Ce qui veut dire que, bon, si je vais essayer de le reculer, je vais le mettre là, entre les deux. Entre les deux. Entre les deux. Ouais, entre les deux, j'ai dit. Et entre les deux. Tout est bon pour l'instant. Tout est bon. La masse ici, je vais la ramener à droite. Alors, il me faudra encore des masses. Hein. J'ai oublié une masse. J'aurais dû pas faire ça. J'aurais dû penser au départ pour mettre une masse. Voltmètre. Le dernier, c'est par rapport à une masse. Non, le dernier, c'est par rapport à une masse parce qu'ils ne sont pas tous par rapport à la masse. Il n'y a que le dernier qui sera par rapport à la masse. Non, je vais mesurer par rapport. Enfin, ça dépend ce que je vais mesurer aussi. Hein. Voilà, d'après ce que je viens de raconter ici, je peux mesurer par rapport aux masses. Voilà, c'est un cas de figure. Ou les résistances
entre eux. Voilà, ou voilà, ça dépend, j'ai trois cas de figure, hein. Je peux mesurer par exemple par rapport, si je prends UC, je peux mesurer les résistances UC, UK, voilà, UAC, peu importe, voilà. Là, il y a plusieurs montages, ça dépend ce que je dois mettre, mais voilà, ça dépend ce qu'on veut, ça dépend ce qu'on veut mesurer. Bon, mais ici, il faut que je me fixe quelque chose. Bon, je vais déjà, de toute façon, ça, je peux déjà le raccorder là, raccorder là, raccorder là, raccorder là. L'alimentation, je vais le mettre à 25, à 15 volts. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre 16 volts. 16 volts. Les résistants, je vais mettre 1000 ohms. Bon, si ça plante, je vous le dis tout de suite, je ne fais pas le labo, hein, parce que bon, ça plante assez souvent. Quand je fais un labo ici, il plante assez souvent. Donc je ne vais rien ouvrir du tout. Et recommencer. Je vous montre comment ce qu'on fait. Si vous, vous arrivez à le faire, tant mieux. Mais moi, il plante assez souvent, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, je mets 1000 ohms, ce qui fait 1 kilo. Je mets 1 kilo partout. 1 kilo partout. J'ai 1 kilo partout. Bon, les résistances sont connectées. J'ai mis un circuit série. Ça, c'est mon circuit. Ce que je vous montre, c'est le circuit là, mais avec plusieurs résistances, hein. J'ai câblé ça. C'est ça que j'ai câblé, mais avec plusieurs résistances. Simplement, j'ai mis le plus à la masse. Bon, je vous ai dit que ça ne changeait rien. Voilà, la masse, je peux le mettre en moins ou en plus. Ici, moi, je l'ai mis en plus. Donc, j'évalue un résistant, voilà, un schéma comme celui-ci. Mais avec le plus à la masse. Ici, le moins, il est à la... Voilà. Et maintenant, je vais faire les mesures de tension comme ceci. Je peux les calculer comme ceci, mais lui, il va les mesurer, il va faire un calcul comme ça, hein. Quand il fait ses calculs, il fait ça. C'est ça qu'il fait, hein. Voilà. Pour autant qu'il me le fasse, parce que s'il sort du programme, je ne recommence pas. Donc, tout a intérêt à bien se passer, parce que... Alors, là, je prends une prise de mesure. Euh, par rapport à ça, pour autant qu'il me le prend. Là, il me l'a pris. Et je vais mesurer par rapport à celui-là. Ça, c'est la mesure. En faisant ça, c'est la mesure. Je mesure la résistance. C'est le cas de figure où je vais mesurer UAB. Je mesure UAB là. Voilà. Là, je mesure UAB. Alors, je vais vous montrer un cas de figure où je vais mesurer une résistance intermédiaire, par exemple UCD. Je vais vous mesurer UCD. Donc, U. Ou alors plutôt UB. Voilà. Alors, bien sûr, celui-ci, le signal ici, vous le raccordez directement à l'oscilloscope.
Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est le signal qui est raccordé directement à l'oscilloscope, en fait automatiquement. Celui-là, je vais le mesurer par rapport à une tension intermédiaire là. Celui-là, je vais le mesurer par exemple par rapport à la masse. Donc pour mesurer par rapport à la masse, je vais aller lui mettre une masse. Bon, là je ne sais pas s'il l'a pris. Oui, il l'a pris. Sinon vous faites une rotation, hein. Vous allez dans format, vous prenez un symbole, par exemple, là, ici, format, et vous allez dans format rotate, vous pouvez faire des rotations. Et le dernier, je vais le mesurer par rapport à ça. Donc ce qui veut dire que les deux derniers voltmètres à droite mesureront par rapport à la masse. C'est-à-dire que c'est le cas de figure où vous allez avoir la mesure par la formule UCZ. C'est par rapport à la masse, UCZ. Donc ils vont appliquer cette formule-là. UCZ, ils vont appliquer cette formule-là, UCZ. Maintenant, le voltmètre qui est en second, le deuxième voltmètre à partir de la gauche, il va mesurer une résistance intermédiaire. Donc c'est le cas de figure. Je l'ai fait qu'une fois, hein, parce que je peux mesurer toutes les résistances intermédiaires, mais ça ne m'intéresse pas. Je vous montre comment on fait pour mesurer une résistance intermédiaire. Et ça, c'est le cas, si vous voulez, c'est le cas UK. C'est ce cas-là. Et puis, pour mesurer par rapport à A, ben, j'en ai pris qu'une seule. Voilà, j'ai pris qu'une seule. C'est UAC, ou UAB, ou UAC, ou UAD, peu importe. J'en ai fait qu'une seule, c'est celui de gauche. Je connecte à A, et puis je connecte à B. C'est le premier à gauche. Je connecte à A, le point A étant l'extrémité gauche. Voilà, puis vous suivez, hein, après la première résistance, c'est B, puis la seconde résistance, c'est C, puis la troisième résistance, c'est D, puis la quatrième résistance, c'est E, qui est la masse. E étant la masse ici. On s'arrête à E. Bon, maintenant, je vais le simuler. Si ça marche pas, je vous le dis tout de suite, je recommence pas, parce qu'il risque de planter aussi. Hein. Et lui, il va calculer, s'il commence à aller chercher des bibliothèques bon, qui ne trouvent pas, ou je ne sais pas, ou qui se met à... Ici, j'ai mis la tension à 16 volts. Je peux même mettre à 15, hein, je vais remettre à 15. À 15 volts. Ok. La période, j'ai mis un dixième. Il va tracer tous les 1 dixième. Et il va commencer avec un temps d'initialisation de 0,1. Mais ça, je peux mettre 0, on s'en fout. Hein. Temps de départ, quand il commence, je le fais commencer en 0, son comptage. Hein. Et le comptage, il permet de dessiner la courbe. Le comptage permet de dessiner la courbe. Bon, alors maintenant, le tout, c'est de prier pour que tout se passe bien. Parce que je veux dire, c'est pas dit que ça va se passer. Hein. Alors, je vais lancer la simulation. Et s'il plante, j'arrête. Vous aurez au moins le schéma, vous testerez chez vous si fonctionne. Mais normalement, il devrait fonctionner, mais parfois il fait des troubles de calcul. Parce que tout est bien connecté, hein, j'ai bien regardé, tout est bien connecté. Donc, il ne devrait pas planter. Normalement, il ne devrait pas planter. Et s'il plante, je ne reviens pas en arrière, je vous dis au revoir. Voilà, je vous remercie. Donc, on lance la simulation. Donc, il dit simulation in progress dans le bas du gauche, enfin dans l'écran bas à gauche. Il faut patienter, bien sûr, il fait ses calculs, il met tout en place, il fait, voilà, il met les paramètres en place, il calcule ses paramètres, il regarde si tout est bien connecté. Voilà, il vous dit nombre d'états différentiels 0, nombre d'états algébriques 1, nombre d'états de temps discret 0, nombre de surface, voilà, nombre de modes 0, nombre d'entrées 0, nombre de sorties 4.
entrée-sortie dépendante. La dépendance des entrées-sorties, c'est voilà, T. Voilà, c'est paramètres. Alors, paramètre analytique jacobien, ben, il est actif. Bon, c'est tous ces paramètres qui... Bon, en espérant que maintenant, ça va se faire. Et voilà. Voilà, je vous l'avais dit. Voilà. Donc, je vous dis ici, il a cessé de fonctionner. Mais le circuit, il est bon. Je peux vous dire que le circuit, il est bon. Le circuit, il est bon. Je vous avais dit qu'il fait des plantages, assez souvent des plantages. Voilà, donc parfois, il plante. Mais en tout cas, je peux vous dire que le circuit, il est bon. Hein. Tout est bien connecté. Et c'est comme ce que je vous ai montré. Hein. Il n'y a pas photo. Le problème, c'est pas le dessin, c'est pas moi, c'est pas les éléments que j'ai placés, c'est pas les éléments que je n'ai pas bien connectés, puisque tout a été bien connecté. En fait, il fait souvent ça. Une fois il marche, une fois il ne marche pas. Bon, mais en tout cas, vous savez maintenant le faire peut-être chez vous. Peut-être que j'ai un problème, je veux dire, peut-être qu'il ne trouve pas une bibliothèque ou quelque chose comme ça, ou il se plante, mais essayez-le chez vous, peut-être qu'il va fonctionner. J'avais dit que s'il plantait, et c'est le cas, je ne recommencerai plus. Mais en tout cas, vous avez la disposition du schéma. Hein. Le schéma, c'est le schéma que je vous ai montré. Maintenant, peut-être qu'en mettant un voltmètre, ça marcherait. Bon, mais maintenant, il m'a éteint le programme, je ne vais pas le réouvrir. Voilà. Si maintenant, essayez avec un voltmètre à chaque fois, mettez un voltmètre et n'en mettez pas 4. Vous regardez chaque fois avec moi. Rendez le plus simple. Et si en étant plus simple, il fonctionne, mais c'est peut-être qu'il y a une forme de complication là-dedans on capte. Bon, je sais pas. Hein. Essayez avec un voltmètre plutôt que 4. Voilà, je vous remercie.